À l'heure où beaucoup de gens en Europe votent extrême droite, comment peut-on utiliser l'histoire pour empêcher les générations futures de, de reproduire les événements du passé? À l'heure d'aujourd'hui, où les derniers suivants de la Shoah et des camps disparaissent peu à peu, comment traitons-nous la transmission de la barbarie humaine? Il y a un peu plus de 6 mois, le 24 février de cette année, la Russie a envahi mon pays. Il s'agissait officiellement de mener une opération spéciale pour dénazifier l'Ukraine. Ce prétexte était invoqué pour justifier cette attaque. Mais l'Ukraine est-elle nazie? Comment faire une telle parallèle? Qu'est-ce que le nazisme au juste? Schon zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Comment pouvons-nous en apprendre le plus possible sur l'histoire des Juifs? Alors, nous sommes allés sur les lieux des pouvoirs nazis, nous avons beaucoup lu, nous avons regardé des documentaires et des films, et le plus important pour moi, ça a été d'en faire part à mes proches.
Alors, ce qui m'a marqué dans le musée, c'est la pièce où étaient étalés les smileys qui représentent pour moi les visages des juifs qui étaient pour la plupart enterrés dans des fosses communes sans la moindre considération ni respect, et c'est ce qui m'a marqué. Âgée de 8 ans, Sarah et sa famille, originaire de Pologne, émigrent en Belgique. Elle a 19 ans quand elle s'engage dans la résistance en distribuant des tracts et des journaux clandestins. En 1941, elle prend le pseudo de Lily et travaille pour les réseaux soviétiques des renseignements. Le 4 juin 1943, elle est arrêtée par la Gestapo suite à une dénonciation. Elle fut d'abord amenée au siège de la Gestapo à l'avenue Wyss, puis amenée à la caserne de Saint, où elle est ensuite amenée à Auschwitz-Birkenau par le convoi numéro 525 le 1er août 1943. Dès son arrivée, elle est tatouée. Le 18 janvier 1945, elle participe à la marche de la mort, d'Auschwitz jusqu'à Ravensbrück. En 4 jours, ils ont fait plus de 1000 km. Mais elle est revenue seule. Comme beaucoup, ils ont perdu leur famille et leurs amis. En 1946, elle travaille dans une association qui aide les Israélites victimes de la guerre. Sarah Goldberg est un des premiers membres de Amnesty International. Felix Guttmacher est né à Bruxelles en 1926, après que ses parents aient fui la Pologne pour des raisons économiques. En janvier 1942, Félix, qui a 16 ans, est élève à l'Athénée royal de Bruxelles, mais il doit quitter l'école à cause des ordonnances allemandes qui interdisent aux enfants juifs de fréquenter les cours. Arrêté par la Gestapo le 4 septembre 1942 avec son père et son frère, Sylvain, qui a 20 ans, ils sont transférés à Malines, puis déportés en Pologne, où son père est immédiatement gazé à Auschwitz. Il sera libéré par l'armée américaine le 11 avril 1945, après une terrible marche de la mort qui l'amène d'Auschwitz à Buchenwald. Il a donc passé 3 années d'horreur au quotidien, de faim, de privation, de travaux forcés, de brimades, de manque d'hygiène et d'angoisse. À sa libération, Félix a 19 ans et pèse 33 kilos. Il revient à Bruxelles le 8 mai 1945 et apprend qu'il est gravement malade de la tuberculose, comme beaucoup d'anciens prisonniers. Ce n'est qu'en 1949, à 23 ans, qu'il peut reprendre le cours de sa vie. Toute sa famille a été décimée. Comme d'autres déportés épris de justice après avoir connu la barbarie, il choisit des études de droit et devient avocat. Il est mort en 2016, mais avait pu en 2005 livrer son témoignage. Felix Nausbo est un déporté juif allemand. Il est décédé entre le 20 septembre 1944 et le 27 janvier 1945. C'était un peintre qui s'inspirait notamment de Vincent van Gogh et d'Henri Rousseau. Réfugié en Belgique après l'arrivée au pouvoir des nazis, il est déporté à Auschwitz avec son épouse Felka Platek, quelques mois seulement avant la libération de Bruxelles par les Britanniques le 3 septembre 1944. Malheureusement, quelque temps avant la libération du camp d'Auschwitz, le couple n'échappera pas à la mort. Marie Pinas est née le 6 mars 1931 à Salonique. À l'âge d'1 an et demi, elle arrive en Belgique. Après avoir tenté de fuir vers la France, ils rentrent finalement en Belgique. Dans la nuit du 20 juillet 1944, Marie est réveillée par des coups sur la porte d'entrée, puis par une cavalcade dans les escaliers. Ils ont été dénoncés par une lettre anonyme. La famille Pinas est emprisonnée à la caserne d'Aussin de Malines. Le 31 juillet 1944, la famille monte à bord du 26e convoi. Après 3 jours et 2 nuits de voyage horrible, le train s'arrête à Auschwitz-Birkenau. Très vite, son père doit rejoindre la colonne des hommes. Marie ne peut se retourner pour le regarder. Elle ne le reverra jamais.
Il meurt le 5 février 1945 au camp de Mauthausen. Sa détention à Auschwitz-Birkenau est épouvantable. Lorsque Marie parle de son vécu au camp, elle dit « 2 choses nous préoccupaient, échapper à la sélection et trouver à manger. Une épluchure de pommes de terre, un morceau de chou, tout était bon. » Le 22 août 1944, Marie et sa mère sont tatouées. Marie porte le matricule A24120, terrible synonyme de survie prolongée. Le jeudi 25 juin 2020 marquera le triste décès de Marie Pinhas, alors âgée de 89 ans. Victor Martin était un résistant belge, sociologue et maîtrisant plusieurs langues. Il est parvenu à mener une enquête secrète en Allemagne sur le sort des Juifs déportés de Belgique par train. Il a prétexté mener un autre projet quelconque pour pouvoir circuler en Pologne et en Allemagne en février 1943. Il y a découvert les épouvantables conditions de vie des Juifs dans les ghettos et les meurtres dans les camps. À son retour en Belgique, il est arrêté par la Gestapo, interdit 2 fois dans un camp de travail et parvenu à s'enfuir. Il a réussi à inciter de nombreux Juifs à fuir. Mala Zimmerboth a été exécutée au camp pour femmes d'Auschwitz le 6 juillet 1944 après avoir tenté de fuir. Elle était arrivée à Birkenau le 17 septembre 1942 alors qu'elle s'est fait arrêter à Anvers. Grâce à sa connaissance des langues, elle est employée à des tâches administratives et parvient à vivre dans des conditions un peu plus supportables. C'est avec un homme rencontré à Auschwitz, Edward Galinski, qu'elle avait tenté de fuir. Simon Gronski est né à Uccle le 12 octobre 1931, dans une famille qui sera bientôt confrontée aux restrictions et interdictions de l'occupant, le port d'une étoile jaune, la confiscation de biens. Pendant que le père est hospitalisé, la mère, la sœur et Simon sont arrêtés par la Gestapo le 17 mars 1943. Il a été transféré dans un wagon avec sa mère à destination de Auschwitz, tandis que sa sœur les a quittés dans un autre wagon. Pendant le trajet dans la région de Louvain, 3 jeunes résistants héroïques, armés d'un seul pistolet, parviennent à immobiliser le train et à ouvrir quelques portes. 231 personnes réussiront à s'échapper, dont Simon. Il se sauve seul, sa mère n'a pas eu le temps de sauter. À 11 ans et demi, il va courir à travers bois et champs avant de tomber sur un gendarme qui va l'aider à rejoindre Bruxelles, le 20 avril 1943. La guerre va encore durer 1 an et demi, une période où il va vivre caché dans des familles et échangeant des lettres avec son père. Plus tard, il apprendra la mort de sa mère et de sa sœur. Pendant plus de 50 ans, Simon ne va pas raconter son parcours, incapable de se remémorer cette période tragique. Il éprouvait aussi un terrible sentiment de culpabilité. C'est l'histoire qui le rattrape avec des recherches d'experts et spécialistes qui publient son nom, et l'encourage à écrire et donc rompre le silence. Un premier livre paraît en 2002, puis plusieurs témoignages de la barbarie nazie devant des jeunes en Belgique. Il prône sans relâche à la paix et le respect entre tous, avec comme seul adversaire le fascisme, le racisme et l'antisémitisme dont il a été victime. La vie racontée par Sophia Neossan était celle de Simon, le plus jeune évadé du 20e convoi de déportés juifs en Belgique. Cette évasion, tout à fait unique dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, était le sujet d'un roman de Sylvestre Bill, auteur belge que nous avons eu la chance de rencontrer. En avril, il fait chaud, donc dans leurs chaussures pleines de boue et ils espèrent ne pas se faire découvrir. Et ça, c'est un truc que mes grands-parents me racontaient quand j'étais petit. Le livre raconte le terrible destin de Yura, jeune résistant juif bruxellois né à Kiev. Alors qu'il n'avait que 25 ans, en 1943, il fut à la tête de l'attaque du convoi. Page après page, on a suivi le parcours de ce jeune médecin interdit de pratique par sa condition juive. Il s'est engagé dans la résistance et l'a payé de sa vie. Le récit était très dur parfois. Et comment ne pas l'être quand on parle de barbarie nazie? Après toutes nos visites et nos recherches, il prenait un sens particulier. Et puis ce titre, qui révèle toute sa signification à la fin du roman. Cela fait 4 jours pleins qu'il est prisonnier de l'appartement. Il en est réduit à compter les fleurs qui s'enroulent sur le papier peint et à deviner, à travers les rideaux tirés, ce qu'il se passe dans la rue où il ne se passe rien. La jeune fille a promis de lui apporter de la lecture. Dans une poche, il a retrouvé le poème que Régine lui a passé, qui ne le quitte plus. Un stencil où l'encre a bavé, une écriture appliquée, pas de titre. Le poète cite à sa bien-aimée tous les endroits où il écrira son nom. Les armes des guerriers, les couronnes des rois, les objets familiers, la lune vivante. Mais il n'écrit pas à sa bien-aimée, il écrit à une idée qui claque au dernier vers, liberté. Yura a trouvé ça naïf sur l'instant,
Mais un peu d'innocence ne peut pas faire de mal. Quand il fait tourner la feuille entre ses doigts, ça l'apaise. Souvent, il relit à voix haute et pour passer le temps, il invente de nouveaux lieux qui le font voyager. Sur les fenêtres écarlates, sur le front des acrobates et les falaises de Douvres, sur les squelettes des morts, sur les mains des terrassiers, sur les bois que l'on va brûler, sur les chanoines et les vaches, sur les aloyaux si tendres et sur les mardis gras perdus, j'écris ton nom. On ne peut pas terminer sans avoir une pensée pour Henri Kichka et son incroyable parcours. Il était l'un des derniers survivants de la Shoah. Il a malheureusement succombé au Covid en 2020, après avoir livré son témoignage à de nombreuses reprises sur les terribles épreuves qu'il a dû affronter durant sa déportation. Il a été arrêté par la Gestapo, mis dans un train vers Auschwitz, mais son père et lui ont été contraints d'en descendre. On avait besoin de main-d'œuvre pour construire une voie ferrée, sans doute destinée à faciliter la déportation. Il a ensuite connu d'autres camps, la maladie, l'épuisement et les marches de la mort. Henri a perdu ses sœurs, sa mère et sa tante à Auschwitz, puis son père lors des marches de la mort. Moi j'ai bien aimé notre projet qui aide les jeunes à se souvenir un peu la guerre et tout. Tout a été bien. C'est un peu dommage quand même que le musée soit écrit en allemand parce que je parle pas allemand. Du coup c'est un peu compliqué pour moi de comprendre, sinon c'est top. Il y a 77 ans, le 27 janvier 1945, le camp de concentration d'Auschwitz était libéré par l'armée soviétique. C'est le premier grand camp d'extermination et de déportation libéré par les Alliés. Les Soviétiques trouvent 7000 personnes décharnées au bord de la mort. Le 8 mai de la même année, la guerre prend fin et l'Allemagne est libérée du pouvoir nazi par les Alliés. Mais une partie du pays va passer dans les mains des autres régimes totalitaires. L'Est de l'Allemagne et de Berlin passent sous domination communiste. Petit à petit, un régime autoritaire contrôle les pensées, l'économie et la vie politique d'une partie des Allemands. Le symbole de cette dictature est bien sûr le mur de Berlin, construit en 1961.
Le mur de Berlin, ou mur de la honte pour les Allemands de l'Ouest, est officiellement appelé par le gouvernement est-allemand mur de protection antifasciste. Il est érigé par la République démocratique allemande en peint Berlin dans la nuit du 13 août 1961, qui tente ainsi de mettre fin à l'exode croissant de ses habitants vers la République fédérale d'Allemagne. Le mur sépare physiquement la ville en Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant plus de 28 ans, et un symbole marquant d'une Europe divisée par le rideau de fer. Ce n'est pas qu'un simple mur, il s'agit d'un dispositif militaire complexe, composé de 2 murs de 3,6 mètres de haut, ainsi qu'un chemin de ronde entourant intégralement le secteur ouest de la ville sur 155 km, avec 14 000 gardes, 600 chiens et des barbelés, ainsi que des dispositifs d'alarme. Durant ces 28 ans, un nombre indéterminé de personnes sont victimes de tentatives de franchissement du mur. Qui plus est, des gardes forestiers est-allemands et des soldats soviétiques n'hésitaient pas à tirer sur les fugitifs. Ida Skiman, 58 ans, est considérée comme la première victime du mur de Berlin. Elle a sauté de la fenêtre de son appartement le 22 août 1961 à 6h50 en prenant avec elle ses affaires personnelles pour tenter de passer à l'ouest. Malheureusement, les pompiers de Berlin-Ouest n'ont pas pu la rattraper. Elle est décédée lors de son transport vers l'hôpital, 9 jours seulement après la construction du mur de Berlin. Sa rue constituait une partie de la frontière entre le secteur soviétique et le secteur français de Berlin. Plusieurs résidents tentaient de sauter de leurs fenêtres pour atterrir à l'ouest, car officiellement il s'agissait d'un mur de protection antifasciste pour sauvegarder la liberté des citoyens de la République démocratique allemande. Olga Segler vivait au 2e étage du numéro 34 de la Bernaustrasse à Berlin-Est, juste à la frontière avec Berlin-Ouest. Le trottoir se situant à l'avant de la maison se trouvait dans la partie ouest de Berlin. Les autorités de la RDA prévoyaient l'évacuation forcée de l'immeuble. Elle a sauté dans une bâche pompier, fournie par les pompiers, afin de rejoindre sa fille dans le quartier voisin. Ayant subi de graves blessures internes, elle décéda le lendemain. Son enterrement a eu lieu au cimetière municipal de Berlin-Reinickendorf. En 2006, une plaque commémorative pour Olga Segler a été installée sur le Bernaustrasse. Udo Jülich est une des premières victimes du mur de Berlin. Il meurt à l'âge de 25 ans seulement, après avoir décidé de fuir l'Est. Le 5 octobre 1961, un taxi l'a conduit le long de la Spree et il s'est jeté à l'eau. Après plusieurs coups de semonce, les gardes frontières ont tiré sur le fugitif. Il n'a pas été touché, mais meurt noyé. Depuis Berlin-Ouest, des gens ont assisté à la scène, impuissants. Les pompiers de Berlin-Ouest ont récupéré le corps de ce jeune homme, alors encore inconnu, jusqu'à ce que son frère, vivant à l'Ouest, l'identifie. Aujourd'hui, une croix mémoriale Weib-Creuse rappelle sa mort. Günther Liftin travaillait à l'ouest de Berlin au début des années 60, mais il habitait à l'est. La construction du mur a ruiné ses projets d'installation à l'ouest. Il a tenté de rejoindre à la nage le canal menant à la Spree, mais il fut abattu par la police des transports est-allemande avant d'atteindre le secteur britannique. Après la chute du mur, son frère lui a rendu hommage en édifiant un mémorial près de la tour où il a été abattu. Après avoir fini l'école, Willy Bloch intégrera la police frontière de la RDA, où il participera à la construction du mur de Berlin. Sa vie a été très mouvementée car il a fui plusieurs fois la RDA en passant à maintes reprises des deux côtés du mur. Durant sa dernière tentative de franchissement du mur, ivre, il traversa le premier mur sous les coups de semonce de la RDA. Arrivé au dernier barbelé, ses vêtements se sont pris dedans, et Willy Bloch est alors pris au piège, sur le ventre et connaissant déjà son sort. Il crie aux gardes frontaliers « Tirez-moi dessus, espèce de chien !» Les gardes ont donc tiré 72 balles, et le fugitif sans défense a été touché à 4 reprises. Il est mort à l'âge de 31 ans.
Alors aujourd'hui on a fait la visite du musée de la Stasi et j'ai été très impressionné par les moyens mis en place par la Stasi justement pour l'espionnage et le maintien de leur régime. Du coup là on se retrouve dans le bureau du ministre de la Stasi et suite à cette exposition j'ai été très marqué par le fait que je suis ici en ce moment même dans le lieu où toutes les décisions ont été prises, les décisions majeures qui ont marqué l'histoire de l'Allemagne. Après avoir visionné tous les moyens d'espionnage, on a remarqué plusieurs moyens d'espionnage comme des câbles pour écouter dans les murs, un appareil photo dans un sac, une voiture avec des appareils photo, des ultrasons et tout. C'était super impressionnant. Après toutes nos recherches, rencontres et visites, pendant notre séjour à Berlin, nous avons interrogé un historien français spécialiste de l'histoire de l'Allemagne. La question était de faire le point sur le rapport des Allemands avec leur passé. Selon l'historien, c'est un rapport assez conflictuel, mais qui a forgé leur identité. Il y a eu la Shoah, qui lorsqu'ils se sont réveillés en 1945, les a traumatisés sur plusieurs générations. En plus de cela, dans les années 60, avec la séparation de l'Allemagne en deux, avec le mur de Berlin, ces deux visions du passé se sont affrontées. Ce qui fait que le rapport au passé est conflictuel et en même temps n'est pas le même que l'on se trouve à l'Est ou à l'Ouest. Si toute l'Allemagne regarde en face l'histoire du Troisième Reich, l'Est et l'Ouest ne regardent pas l'histoire du communiste et de la RDA de la même manière. On le voit encore aujourd'hui dans plusieurs aspects de la vie quotidienne. Il y a beaucoup de différences dans le confort, dans les idées politiques et le rapport à l'autorité. Certains sont même nostalgiques de l'ère communiste, mais dans l'ensemble, c'est un rapport au passé marqué par la culpabilité. Au début de notre reportage, Vladislav, notre ami de classe ukrainien, rappelait que le nazisme avait servi de prétexte à l'invasion de son pays en février. Notre vidéo, on l'espère, a permis de rappeler ce que le nazisme avait engendré comme horreur, atrocités et actes de barbarie partout en Europe, mais aussi chez nous, en Belgique. Les Juifs et les Tziganes ont été décimés. L'histoire peut être instrumentalisée, les mots ne peuvent pas être détournés ou vidés de leur sens. Un fait doit être replacé dans son contexte. C'est pour ça que le travail de mémoire doit perdurer. Et c'est à nous, jeunes générations, d'être des passeurs de mémoire. Hello. Coucou. Salut. Hey. Parle à vous. Âgée de 8 ans, Sarah et sa famille originaire. Ça me fait. Ça va aller. Ah. Tu vas aller? À l'heure où beaucoup de gens en Europe. Désolé, je suis. C'est pas grave. Il a été transféré dans un... T'inquiète, t'inquiète. Stresse pas. On a fait à chaque fois 2 minimum. On va pas la garder celle-là. Ouais. Arrive. Et tu fais clap quand tu veux. Avant de parler, tu fais clap. Tu connais ta constitution, hein, à force.
bon là. Nickel.